le progrès. Bienvenue dans le monde d'Ushuaïa, Rhône Poulenc. Il connaît bien la largeur de sa voiture. Elle est ravissante, la place des Armes, avec toutes ces arcades, ces petites mezzanines dans le vide. Et ces femmes superbes qui traversent cette rue pavée. Bonsoir à toutes et à tous. On est au cœur du Pérou, à Cusco, qui fut jusqu'à l'arrivée des conquistadors espagnols en 1533, la capitale de l'un des plus gigantesques empires des civilisations précolombiennes, la capitale de l'empire Inca. Cusco d'ailleurs littéralement ça veut dire le centre du monde, le nombril du monde. Et cette civilisation particulièrement sophistiquée régnait sur un empire, tenez-vous bien, qui s'étendait de la Colombie au nord jusqu'au Chili et même l'Argentine au sud. Et les Espagnols, évidemment, qui après avoir décimé les Mayas et les Aztèques, en voulaient à l'or des Incas. Ils ont réussi donc, à l'exception de quelques cités perdues, à piller toutes les constructions Incas. Voilà, cette ville qui est truffée de charme, c'est le centre de la cordillère des Andes et c'est surtout le point de départ pour, avec cette Pontiac 1951, s'approcher un petit peu de Machu Picchu. Chemin faisant, nous verrons quelques-uns des vestiges Incas que l'on trouve dans la vallée sacrée des Incas. Et puis, arrivé au pied du Machu Picchu, nous abandonnerons la Pontiac et là, nous prendrons l'un des chemins qui ont été sur plusieurs milliers de kilomètres, des voies de communication insensées qui permettaient donc à l'Inca suprême de régner sur tout son empire, donc dans cette civilisation précolombienne. On va s'arrêter sur la petite place, on va quand même descendre de voiture parce que je vais quand même vous montrer quelques endroits dans la ville, notamment dans une petite ruelle, où justement, sous les maisons espagnoles, on devine encore les maçonneries monumentales des constructions Inca, à l'époque de l'apogée de l'Empire Inca. Ok. Voilà, ça c'était anciennement le temple de l'Inca, c'est maintenant l'archevêché, et c'est un des rares endroits à Cusco. Buenas tardes, regardez ça, si c'est pas... Faire gaffe parce que je vais faire comme le capitaine Haddock, je vais m'en prendre en pleine figure. Et donc c'est un des rares endroits à Cusco où l'on devine encore les fondations Inca, qui elles évidemment sont tellement monumentales qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Et c'était des maçons absolument incroyables. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne comprend pas très bien comment ils ont pu assembler des blocs d'une manière aussi parfaite. Et vous verrez tout à l'heure au Machu Picchu que c'est encore plus monumental.
Et là, c'est à cet endroit-là qu'il y a une pierre qui est assez connue à Cusco, parce que c'est une pierre qui doit avoir 12 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. On va, le temps de remonter dans la Pontiac et faire route sur Machu Picchu, aller en Chine, à quelques 600 km de Pékin, dans une petite ville qui s'appelle Wuqiao, et qui est le berceau des acrobates chinois, des paysans acrobates chinois, très exactement. Et Philippe Lallet, pour Ushuaïa, a pu rentrer dans l'école des enfants acrobates, et vous allez voir que c'est un spectacle qui vaut de l'or. À tout à l'heure. Je m'appelle Zhen Zhenpai, j'ai 6 ans et demi. C'est mon papa Yan Hua qui m'a appris à faire des acrobaties. Je sais faire le grand écart et l'équilibre sur une main. Quand on fait des spectacles, il y a toujours plein de public qui viennent nous applaudir. « 300 000 Chinois habitent une vingtaine de bourgs et quelques centaines de minuscules villages dans la province du Hubei, à 300 km au sud de Pékin. La région est agricole. On cultive méticuleusement chaque parcelle exploitable pour y faire croître blé, maïs et coton. Mais depuis très longtemps, la population de ces villages cultive bien autre chose. L'art de l'acrobatie et du jonglage au plus haut niveau. L'acrobatie existerait dans cette province et particulièrement dans la petite ville de Wuqiao depuis 5000 ans. Et la région reste une pépinière de jeunes prodiges en la matière. Il faut dire qu'ici, on est acrobate avant de savoir marcher. Ensuite, tout est prétexte pour s'entraîner, chez soi comme au champ. Tous les objets sont utilisés et même l'absence de matériel est source d'acrobatie pour le plaisir et l'utile. Voilà. La Chine s'éveille, mais la mécanisation est encore loin d'avoir touché toutes les provinces. Dans les villages près de Wuqiao, les animaux domestiques sont encore utilisés pour les travaux agricoles ou le transport. Eux aussi sont d'excellents moyens pour tester les facultés d'équilibriste. Le dos de l'âne, pour Zhen Zhen, est un parfait terrain d'entraînement. Chaque jour, les paysans de la région se rendent à Wuqiao pour vendre les produits de leur exploitation agricole sur le marché qui s'étire le long de la route principale. C'est l'occasion pour les paysans acrobates et leurs enfants de montrer ce qu'ils savent faire.
spécialistes du Qigong ouvrent le spectacle de la rue comme au Moyen-Âge. Un autre fait à sa compagne un collier avec une barre de fer de 1 cm de diamètre. En Chine, les parents n'ont le droit d'avoir qu'un seul enfant. Mais mon papa et ma maman, ils ont eu le droit d'avoir un deuxième enfant. Reconnue officiellement par l'État depuis la Révolution populaire de 1949, l'acrobatie offre quelques privilèges. Celui par exemple d'avoir un enfant supplémentaire, parce que l'acrobatie est considérée comme un métier à risque. Ça fait bientôt 40 ans que je pratique l'acrobatie. Et c'est mon père qui m'a appris. Mon grand-père aussi était un fameux acrobate. Et avant lui, tous mes ancêtres, aussi loin qu'on puisse remonter dans le temps. Avec nos numéros, on a pu voyager partout dans le pays, à Pékin, à Hangzhou et même à Shanghai. Ça nous ferait très plaisir de voir nos enfants devenir de vrais professionnels. À Wuqiao, l'acrobatie existe depuis près de 5000 ans. L'acrobatie existait avant nous et elle existera après nous. Zenzen semble particulièrement douée pour le cirque. Le rêve le plus cher de son père est qu'elle entre lorsqu'elle aura 7 ans dans la plus fameuse école d'acrobatie de Chine, à Wuqiao. Celle-ci rassemble une pépinière de jeunes prodiges découverts par les recruteurs qui sillonnent la région à leur recherche. Mais pour avoir une chance de rester dans cette école, il faut posséder, acquérir et développer jusqu'à la perfection 3 techniques indissociables de l'acrobatie chinoise: l'adresse, l'équilibre et la souplesse. Elle a 8 ans et s'appelle Mimi. Avec un garçon de son âge, elle répète à longueur de journée, sans un mot et sans état d'âme, le même exercice de tête à tête.
Les 150 élèves de l'école, outre les 50 heures d'entraînement par semaine 6 jours sur 7, suivent quotidiennement 2 heures d'enseignement scolaire avec des cours approfondis sur la musculature et l'ossature humaine. Les jeunes se lèvent à 6 heures. Après un échauffement intensif et 4 heures d'exercice physique, le déjeuner est le bienvenu. Toujours dans un silence et une discipline remarquable, les élèves dévorent un repas frugal. À 14 heures, les cours reprennent après une séance à la chinoise de décontraction collective. Les élèves acrobates de Wuqiao refont chacun des centaines de fois le même exercice. Les meilleurs intégreront peut-être un jour le fabuleux cirque de Pékin. Alors ce sera la gloire. Mais dans les yeux noirs de Mimi et de son jeune partenaire ne se reflètent pas encore les lumières et les ors du grand chapiteau. Seulement une farouche détermination et sans doute une souffrance physique. En Chine, on ne manque jamais de célébrer comme il se doit une fête, un anniversaire et bien sûr un mariage. Dans les campagnes qui entourent Wuqiao, on dénombre plus de 2000 acrobates plus ou moins professionnels et 35 troupes subventionnées par la région, les villes et même l'armée. Lorsque des jeunes se marient, les acrobates ne sont jamais loin. L'antipodiste est prêt à jongler avec 250 kilos. Pendant ce temps, la mariée tente de pénétrer dans sa nouvelle demeure, dont sa belle famille défend quelques instants l'entrée, comme le veut la tradition. J'espère qu'un jour vous viendrez me voir faire des acrobaties à Wuqiao. On va mourir. On est juste à l'entrée de la vallée sacrée entre Cusco et le Machu Picchu, ce petit village de Pisac avec ses rues étroites, pavées de galets. Et les marchés sont toujours l'occasion de féeries de couleurs. Hola, buenos días. ¿Cuánto es? Dos. ¿Cuánto? Gracias. Une ambiance dans cette cour.
fabuleux ici, ce sont les lumières. Il faut dire qu'on est tellement haut. Voilà, buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Hasta luego. Buenos días. Oh, sí. ¿Qué tiene que comer? Gracias. On va le restaurer un petit peu avant d'aller au Machu Picchu. On n'est plus très loin. On va emprunter la vallée sacrée. Le temps pour le garçon que vous allez voir qui s'appelle Jean-Michel Pradon, l'un des meilleurs apnéistes français. Il est instructeur. Il y en a très peu dans cette discipline. Pour la première fois, un apnéiste a été nagé dans des siphons, c'est-à-dire dans des boyaux immergés. Ça se passe en Bourgogne, sous la source de Douix, près d'un petit village de Bourgogne. Et le résultat est assez surprenant et surtout l'expérience est pour le moins audacieuse. Oh là, fort, hein? La Douix est une source située dans un petit village de Bourgogne. Au pied des falaises, cette petite étendue d'eau apparemment si calme cache en fait un véritable labyrinthe. Le fond du parc de Châtillon-sur-Seine devrait normalement être désert en cet après-midi d'avril. Aujourd'hui pourtant, un groupe se presse autour de la petite mare avec d'étranges appareils. C'est bon. Frédéric, Philippe, Jean, Marc et Pierre sont tous des moniteurs professionnels de plongée. Patrick Marchand, également moniteur, est chargé de coordonner cette fine équipe. Une infirmière prend l'attention de Jean-Michel Pradon, qui a 35 ans, est l'un des rares instructeurs d'apnée que compte actuellement la Fédération française d'études et de sports sous-marins. L'apnée n'est pas seulement une quête d'exploit ou de sensationnel. Jean-Michel s'y plie à des fins scientifiques pour aider à mieux comprendre le comportement de l'organisme dans des conditions extrêmes. Notamment le froid, contre lequel se protègent les plongeurs grâce à des combinaisons étanches. Ici, pas de grand bleu, rien que du noir, celui d'un vaste dédale de couloirs immergés. Les difficultés d'une telle entreprise sont multiples. Configuration du site, température de l'eau, courant, visibilité, tout doit être pris en compte. L'enchaînement de passages là, pour accéder à la cloche peut porter à confusion au niveau de la séparation droite juste avant le trou du hibou, ici. C'est pourquoi le briefing de l'équipe de sécurité ne laisse rien au hasard. C'est bien là qu'il doit passer pour la cloche, mais s'il lève la tête, il ne va pas la voir. C'est important ce que je lui dis. Devant une coupe de la grotte, ils organisent la plongée avec la précision d'une opération militaire. Ils doivent pouvoir intervenir à tout moment en cas de problème pour secourir Jean-Michel. Donc je lui ai fait je vais expliquer donc, ce qu'on a décidé hier soir, je le rappelle. L'objectif de cette plongée, atteindre une poche d'air située à l'autre bout de la grotte. Jean-Michel devra se faufiler dans l'étroiture du passage situé en contrebas du premier boyau à 17 mètres de profondeur. Là, il se reposera quelques secondes avant d'entamer une progression d'environ 70 mètres sur fond plat avant de remonter respirer dans cette fameuse poche d'air.
L'équipe de sécurité est répartie tout au long du trajet. Une chaîne a été installée pour faciliter le passage de l'étroiture qui est à contre-courant. Accessoire indispensable de tout plongeur spéléo, le fil d'Ariane. Comme dans le mythe, il est le guide et le garant du retour vers la sortie dans ce labyrinthe de galeries. Les plongeurs en profitent également pour déblayer le parcours à l'endroit du passage où Jean-Michel ne doit pas perdre de temps. Malgré la température de l'eau qui n'est que de 6 degrés, Jean-Michel a choisi de ne pas revêtir une combinaison étanche. Il devra donc lutter contre le froid, contre le courant et ne jamais se laisser envahir par le stress. Jean-Michel a dépensé beaucoup d'énergie pour parvenir jusqu'ici. Il doit récupérer quelques instants, d'autant que de l'eau glacée s'est infiltrée dans sa combinaison au passage de l'étroiture. Jean-Michel est presque arrivé au but. Il ne lui reste plus qu'à remonter vers la poche d'air. Mais le courant est de plus en plus fort. Les poussières habituellement déposées sur le fond sont balayées et restent en suspension dans l'eau. Les points de repère s'estompent, le doute s'installe. Perdu, Jean-Michel décide d'arrêter. Pierre vient aussitôt lui donner de l'air sur son détendeur. Inutile désormais de continuer jusqu'à la poche d'air. Pour cette fois, la tentative a échoué et mieux vaut faire demi-tour. Malgré l'amertume de l'échec, force est de constater que l'équipe de sécurité est parfaitement au point. Et puis cette source, déjà connue au temps des Gallo-Romains, a tout son temps pour accueillir de nouvelles expéditions. L'intérêt à regarder où on pose les pieds, car le vide est dissimulé dans la végétation. C'est sans aucun doute
l'un des sentiers de randonnée le plus extraordinaire au monde, et en tout cas le plus insensé. Une simple fraction des milliers de kilomètres que les Incas avaient édifiés tout au long de la cordillère des Andes pour permettre la communication dans l'ensemble de leur empire. On a laissé tomber la Pontiac, car le meilleur moyen pour aller au Machu Picchu, c'est justement d'employer ces chemins séculaires. Et à dater de cet instant, on va se laisser guider par un guide précieux, anthropologue, historien, Georges Escobar. Ça va, Georges? Ça va, Nicolas? Qui est passionné de toutes les civilisations andines, et notamment de la civilisation Inca et des civilisations pré-incaïques. Je disais que ce chemin est absolument merveilleux et qu'on a du mal à imaginer que les Incas aient pu en 2 siècles construire des milliers de kilomètres à travers la cordillère des Andes. Comme ça. Je pense qu'ils ont utilisé aussi des éléments des cultures précédentes, de la civilisation précédente, les Incas, les pré-Incas. Ils ont tiré un peu le meilleur élément de toutes les civilisations oui. qui ont plusieurs milliers d'années. Ça, c'est quoi alors? C'est un des ponts Incas du chemin que les Incas utilisaient pour protéger ces villes, en plus pour les protéger contre les envahissants, l'entrée des gens qui n'étaient pas permis d'entrer dans les villes, etc. Donc il suffisait d'enlever ce qui est en fait un pont-levis rudimentaire. Exactement, et comme ça a été fermé la ville. Et l'accès au Machu Picchu qui est juste derrière et qu'on va découvrir ensemble était donc ainsi fermé. On emprunte le pont-levis et avec Georges Escobar à la découverte du Machu Picchu quelques 84 ans après Inram Bingham. En fait, lui, il l'a découvert scientifiquement, cette cité perdue à quelques 60 ou 70... On est à combien de Cusco, là? 112 km. 70 km. Mais les Indiens, eux, l'avaient déjà évoqué, non? Mais oui, ils connaissaient déjà les Indiens, ça. Il y avait 3 familles d'Indiens qui habitaient ici. En plus, avant des Bingham, il y avait des notices déjà sur Machu Picchu. Pour exemple, les notices qu'ils donnaient les professeurs français Chalwiner en 1886. Ouais. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que dans les chroniques espagnoles auxquelles on s'est quand même fié, Machu Picchu n'était pratiquement pas évoqué. Mais visiblement, en tout cas, ils n'avaient pas connaissance de Machu Picchu. Non, ce n'est pas vrai, ça. Il y a les nouvelles découvertes. Il y a des notices de 1536 d'un capitaine espagnol. Et pourquoi les Espagnols ne sont pas venus jusqu'ici? Ils sont venus jusqu'ici, ils sont passés d'ici. Mais ils n'ont pas vu le Machu Picchu? Ils sont rentrés, mais ils sont abandonnés parce que c'était une ville qui était brûlée par les Indiens. Et d'où les Espagnols, il n'y avait pas l'intérêt de rester à Machu Picchu parce que tous les trésors et toutes les choses étaient portés de Machu Picchu pour les Indiens, pour aller vers la forêt. D'accord. Le plus ahurissant dans les édifications Incas, c'est les endroits où ils ont été les faire. On va s'en rendre compte dans quelques secondes avec le Machu Picchu. Et puis le plus fou, Georges, je crois, c'est que le Machu Picchu est une des cités, il y en a encore beaucoup à découvrir, et notamment maintenant avec les satellites, on s'est aperçu qu'il y en avait quelques-unes qui n'ont pas encore été explorées. Mais oui, mais l'archéoastronomie, c'est une nouvelle méthode pour la recherche, ils nous viennent de nous montrer les différentes villes encore perdues, cachées dans la forêt, dans les montagnes. Élément qui nous va permettre de trouver des nouveaux sites pour l'exploitation, pour la recherche. Tu veux dire que si ça se trouve là face à nous, quelque part, derrière les glaciers là-bas qui culminent à 6000 mètres, il y a peut-être encore des cités qui restent à découvrir? Mais oui. Dans les glaciers de Vilcabamba, dans la région de Vilcabamba et dans cette région de Machu Picchu encore, il y a plusieurs bâtiments d'origine inca. Entre les dernières années, il y a 40 nouveaux sites qui sont retrouvés ici. 40 nouveaux sites, oui. Mais qui n'ont pas été explorés. On n'a pas enlevé la végétation. Non, tout encore est recouvert de végétation, c'est un problème caché. De coût et de main-d'œuvre, je suppose. Mais oui, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de sous. C'est fou de se dire qu'à l'aube du 3e millénaire, on a encore des découvertes à faire. Ah oui. Voilà Machu Picchu. Ça vaut quand même le chemin. Hein. Oui. C'est quand même stupéfiant. Tout le Machu Picchu, c'est ça? Oui. En fait, c'est sur presque une crête, quoi. Mais oui, les Incas ont découpé la crête de la montagne pour faire la ville. C'est comme une île dans la montagne. Parce qu'avec toute la végétation qu'il y a autour, et puis sa position sur le sommet de cette crête, la rendent pratiquement inaccessible. Et le grand sommet, là, c'est Huayna Picchu.
qui veut dire la montagne, la jeune montagne. Et Machu, ça veut dire l'ancienne. L'ancienne. Et là aussi, ils ont fait des terrasses là-haut? Oui, ce sont des terrasses d'agriculture, mais ne sont pas des terrasses normales. Ce sont des terrasses qui sont dédiées plus pour une adaptation des plantes à la forêt et à la montagne. Ça veut dire que ce sont des plans et des écosystèmes d'adaptation. Tu veux dire que c'est un peu expérimental? Mais oui. Parce que c'était aussi des agriculteurs évolués? Très, très évolués. Et on va le voir dans le Machu Picchu, il y a deux secteurs. Hein, il y a le secteur urbain et le secteur agricole. Hein. Allez, on y va. C'est extraordinaire la vue ici. Retour à la cité des Incas, qu'on appelait d'ailleurs les fils du soleil. Pourquoi? Parce que croyaient du soleil, et le soleil était le père éternel pour eux. D'accord. Et sa lumière, c'est la lumière qui les donnait la vie. Et dans le panthéon des Incas, il y avait l'éclair, l'arc-en-ciel, le tonnerre, les étoiles, la lune. Et voilà la porte Inca, la porte principale. C'est la porte du soleil? Mais oui. Donc ça, c'est l'entrée normale. Normale. Et les trous? Les trous et l'anneau? Ce sont des éléments pour attacher la porte en bois et la fermer et l'ouvrir, pour contrôler l'accès à la ville. Ah, et c'est là, encore une fois, qu'on voit les fantastiques maçons qu'étaient les Incas. Pas de mortier, on peut à peine y passer une lame de couteau. Et tout à l'heure, vous verrez les pierres qui sont encore plus imposantes que celles qu'on a vues à Cusco. Oh, il y a de ces vues ici. Ça, c'est quoi, le fameux temple aux 3 fenêtres? Mais oui, et c'est les temples 3 fenêtres. 3 fenêtres plus 2 fermées. 3, la représentation de la trilogie. Indienne? Oui, oui. De la philosophie indienne, ça, c'est les 3 mondes, les 3 éléments, les 3 éléments sacrés. Et les 2 fenêtres fermées, ils représentent le chemin de l'homme, la moitié du chemin. En plus, c'est un souvenir de la fondation de l'Empire Inca. Les pierres ici sont formidables. C'est incroyable. Je pense qu'il n'y a aucune civilisation au monde qui ait travaillé la pierre comme ça. Hein. C'est du granit, hein? C'est granit blanc, oui. Ouais. On a une idée de la manière dont ils ont déplacé, mis en place. Mais oui, avec des rouleaux en bois. Comme à l'île de Pâques. Comme à l'île de Pâques, comme les Égyptiens, sur une couche de sable. Voilà ta fameuse pierre des 26 angles. La fameuse 26 angles, oui. Il y en a même qui disent qu'elle a 32, mais pour l'instant, on a trouvé que 26. 26. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et 8 là. Et 8, oui, d'accord. Après, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 et 4 ici, 26 angles. D'accord. Et là, on est où? C'est un temple, mais ce n'est pas possible de dire à quel dieu, à quel rite était dédié. Vas-y, passe. Voilà l'Intihuatana. Normalement, on trouve ça sur tous les édifices incas. Mais oui. Seulement les conquistadors, qui étaient assez iconoclastes, c'est le moins qu'on puisse dire, ont détruit tout ce qui pouvait ressembler à soit quelque chose de rituel ou de religieux. Et le seul qui reste debout, c'est au Machu Picchu. Et en fait, ça servait à quoi alors exactement? Bon, la théorie traditionnelle te montre ça comme un horloge solaire, mais en réalité, ce n'est pas un horloge solaire. C'est un élément plus complexe. Parce que ça a été lié à 4 colonnes sur les montagnes, qui te signalaient les 4 points cardinaux. Ensuite, te signalaient les 4 saisons de l'année et les 4 parties de l'Empire. Et chaque cadran était divisé en 3,
ce qui fait les 12 mois de l'année. Mais oui. Et ça a évidemment donc beaucoup d'importance chez les Incas. Mais oui, mais... Qui étaient des astronomes... Formidables. Évolués, oui. Tu vois la pierre ici? Là? Oui. Ouais. C'est la représentation de la Terre. Pour les sommets de la pyramide sociale, la Terre était circulaire, sphérique, et pour les peuples, était en montagne. En plus, la montagne, pour les Indiens, il représente l'élément masculin, et les plateaux, l'élément féminin. La montagne, pour les Indiens, c'était pas les larmes de la Lune? Et les glaciers. Ah, les glaciers, d'accord. Oui. Allez, on va aller retrouver Didier et Main. Et maintenant, fini de rigoler. Comment t'appelles l'endroit où on a mis le parapente, là? C'est la place centrale. C'est la place cérémoniale de Machu Picchu. Bah écoute, là, on va faire un rituel que les Incas n'ont jamais dû voir, à mon avis. Je ne crois pas non plus. Hein. Le problème, c'est que il y a un trou juste au milieu de la... C'est un trou, il y a une pierre cérémoniale aussi. Hein. Qu'est-ce que ça donne? À les conditions, ça va pas être facile. Hein. Tiens, petit chou, je te donne les lunettes. Ça va pas être facile, il n'y a pas beaucoup de vent. Il y a très peu de vent même. Bon, écoute, on va voir si le Machu Picchu veut bien de nous. Allez. Allez, on laisse papy. Ah. Gaz. Attends, je prends la poignée de gaz, les avants, les freins. Allez, on y va. Question de volonté. 1, 2, 3. Ouais, mets du moteur, mets du moteur. Bon, eh ben, je suis pas très à l'aise. Voilà, vol au-dessus du Machu Picchu, le texte sera réduit à sa simple expression dans l'immédiat, car c'est à la fois le vol le plus sublime que l'on puisse faire, mais quand même le plus impressionnant, à l'aplomb de 400 mètres de vide au-dessus du canyon de l'Urubamba. Le témoignage inestimable d'une civilisation évoluée, les Incas qui avaient trouvé refuge sur le Machu Picchu face à l'Huayna Picchu. Au-dessus de la cité des Fils du Soleil, cette cité énigmatique au milieu de la cordillère des Andes. Terrasses, les maisons, le temple du soleil, le temple aux 3 fenêtres. Voilà, avec Georges Escobar au sol, qui suit ému le vol du parapente à moteur. Il est lui-même parapentiste. On va rester dans le domaine de l'archéologie, de ces cités énigmatiques qui ont hanté les esprits des archéologues. L'Atlantide du désert, la cité du Bar, qui était évoquée dans les textes très anciens arabes, et notamment dans les contes des 1001 nuits. Plusieurs archéologues ont tenté de retrouver cette cité. Une fois encore, avec l'aide des satellites, un archéologue américain a sans doute retrouvé la cité du Bar, au sud de l'Arabie Saoudite, dans le sultanat d'Oman. Histoire de ces recherches, et l'on se retrouve au-dessus
du vieux pic, le Machu Picchu, au cœur du Pérou, au fin fond de la cordillère des Andes, avec ses sommets de 5 à 6 000 mètres qui protègent avec la végétation très épaisse cette cité ignorée du public jusqu'en 1911. Il était une fois, il y a plus de 2000 ans, dans le Dauphin, en plein cœur du sultanat d'Oman, une cité baignée par les fragrances des échoppes où l'on vendait l'encens, Ubar. Une ville exubérante et mythique pour les peuples du désert, décrite comme un paradis terrestre dans les plus beaux contes arabes, dont les célèbres Mille et une nuits, et disparue dans les sables d'Arabie, détruite selon la légende, par la volonté de Dieu. Au début des années 80, le réalisateur américain Nicholas Clapp, également archéologue amateur, décide de retrouver la trace de la cité perdue. Ses recherches l'amènent sur les pas d'autres explorateurs qui ont tenté avant lui de localiser Ubar et de mettre à jour les vestiges de cette ville devenue au fil des siècles un mirage. « 60 ans auparavant, le Britannique Bertram Thomas publie Arabia Felix, le récit d'une expédition qui l'a conduit à travers le désert Rub al-Khali, accompagné d'un groupe de bédouins. Il devient ainsi le premier occidental à traverser le grand désert. Sœur Laurence d'Arabie, qui a surnommé Ubar l'Atlantide des sables, devait faire partie du voyage, mais l'accident de moto dans lequel il a trouvé la mort l'a empêché d'être des leurs. À travers les dunes et les rocailles, l'équipe découvrira la trace d'une ancienne route des caravanes, peut-être celle de la ville d'Ubar. En 1956, un jeune Américain, Wendell Phillips, lance à son tour une grande expédition avec les moyens logistiques les plus performants de l'époque. Il entraîne ses amis bédouins dans les sables du Rub al-Khali, dans l'espoir de retrouver la piste d'Ubar découverte par Bertram Thomas. Phillips localise la piste et les traces parallèles des 84 chameaux de l'expédition précédente, mais la route des caravanes ne les conduit que plus profond encore dans le désert, vers des lieux où l'horizon n'est que sable, où le paysage n'offre pour toute singularité que des dunes de 200 mètres de haut parfois, sans aucune trace d'Ubar. Octobre 1984, la navette Challenger décolle pour l'espace. Son plan de vol a été modifié pour lui permettre de survoler la péninsule arabique et faire quelques clichés. Les scientifiques de la NASA, touchés par la pugnacité de Nicholas Clapp, ont en effet décidé de lui venir en aide et de mettre les technologies les plus modernes à son service. And what we want to do is go up in here. And here it comes. There it is. Very good. I've picked up quite a few roads on here. You can see a number of tracks. Les images des satellites américains et français fournissent la preuve de l'existence d'une route qui mène à la cité perdue d'Ubar. C'est dans l'anse de Mocha, sur la côte sud du sultanat d'Oman, que l'expédition de Nicholas Clapp va prendre le départ en novembre 90. Un lieu symbolique puisque 2000 ans auparavant, les bateaux chargés des précieuses cargaisons d'encens venus d'Ubar partaient d'ici pour en faire le commerce dans le reste du monde. Pour mettre toutes les chances avec lui, Nicholas Clapp s'est entouré de passionnés et de spécialistes. Parmi eux, le docteur Juris Janis, archéologue de l'université du Missouri, et Sir Ranulph Fiennes, explorateur anglais de renom. One word for cheese in Arabic is Gouda. Première recherche sur le terrain, première découverte pour l'archéologue du groupe. Il trouve, dans les ruines de Mocha, des centaines de pierres gravées, peut-être une trace du peuple de Had, à qui l'on doit la construction de la cité d'Ubar. Some stuff coming up.
L'équipe se dirige ensuite vers ce qui a pu être un lieu de culte pour le peuple de Had. Les vestiges de centaines de petits édifices faits de blocs de pierre se dressent au milieu du désert. There's tons of these things scattered all over the place, large, huge blocks you see like that, and they're all over out here. You've never found anything yet, right? Okay, let's take a look. All right, what do we got? Reflection on my instructor. There's something right there. See that? Look at there. That's pottery. So. Au pied d'une de ces pierres, Juris ramasse un éclat de poterie, les restes d'un ustensile lustré et brillant, preuve que ceux qui ont façonné l'objet étaient trop pauvres pour décorer les poteries autrement qu'en les polissant à la main. Les hommes décident alors de s'enfoncer plus encore à l'intérieur du pays, jusque derrière les montagnes, dans un monde où, selon la légende, les Grecs et les Romains craignaient d'être attaqués par des serpents volants. Celui-ci ne vole pas, mais il est assurément mortel. Loin des pistes et des sentiers battus, un trésor s'offre enfin à leurs yeux. Ces arbres effeuillés et lugubres portent en eux un liquide qui se négociait autrefois au même prix que l'or. C'est la résine avec laquelle, depuis la nuit des temps, on fabrique l'encens. Le blanc tourne très vite au brun, les gouttes deviennent en séchant ces cristaux parfumés qui jadis excitaient la convoitise des empereurs. Dans ce village du désert, la vie quotidienne du peuple Chara est aujourd'hui encore rythmée par la tradition de l'encens. Pour répandre ce parfum naturel, on place d'abord quelques braises dans un brûloir. Il suffit ensuite de disposer dessus les cristaux. Ce sont les femmes qui ont la responsabilité du rite. Les Chara, qui ne parlent pas l'arabe mais une langue plus ancienne, poétiquement baptisée le langage des oiseaux, considèrent ce geste comme une offrande sacrée aux dieux. C'est encore un moyen de bénir et de protéger les enfants malades, ou bien, selon un rituel d'un autre âge, une manière de purifier l'air et le débarrasser d'invisibles esprits malfaisants. Après cette halte dans l'univers des probables descendants de Had, l'expédition doit reprendre sa route et se remettre sur les traces de la cité du Bar. Tout comme ses prédécesseurs, Nicolas Clapp et son équipe se heurtent à l'immensité uniforme du désert, au délicat challenge de s'orienter sans se perdre dans une succession infinie de dunes aux formes quasi identiques. Et parfois, ils s'égarent. Mais à la différence de Bertram Thomas ou Wendell Phillips, Nicolas Clapp dispose pour se guider des images spatiales du grand désert d'Arabie centrale qui permettent de retrouver plus facilement la bonne direction. I can't see a way through. En 1937, il avait fallu à Bertram Thomas 14 jours à dos de chameau pour atteindre la route des grandes caravanes. Aujourd'hui, le désert n'est guère plus praticable, mais les puissantes montures dont les explorateurs sont équipés devraient les conduire plus rapidement au but. Les véhicules tout-terrain s'accommodent cependant parfois moins facilement des dunes que les chameaux. That makes sense. From looking at the image, this is the only way in here. Short of walking, that is. So the one that I'm aiming at. Ils parcourent eux aussi plusieurs jours et plusieurs nuits durant le désert du Rub al-Khali, dont le nom désigne le dernier quart du monde. Selon la légende, Dieu aurait divisé la terre en 4 quarts. Le premier pour les océans, 2 autres pour les êtres vivants, le 4e et le dernier étant inhabité, inhospitalier, interdit.
take a dare. Under that big dune, comes out, then around, down in that direction. Not bad, eh? That's definitely. Yeah. Malgré quelques ensablements et une ou deux erreurs de navigation, ils finissent par retrouver la route des grandes caravanes. Ils ne sont donc théoriquement plus très loin de la cité perdue. Okay, go ahead. Off your left. Sous 200 mètres de sable disparue, recouverte par les tourbillons et les tempêtes, la piste du bar. Difficile d'imaginer dans les parages immédiats qu'un peuple, à quelque époque que ce soit, ait pu avoir l'idée de bâtir une ville. Dans ce paysage et ce climat hostile à toute forme de vie, sans eau, Nicolas Clapp et ses amis ont peu de chances de retrouver des traces de civilisation. L'équipe a l'impression de ne pas se diriger vers Hubbard, mais de s'en éloigner. Ils préfèrent alors revenir sur leurs pas et suivre la piste dans la direction opposée. À travers les brumes de chaleur d'un mirage, Sir Ranulph Fiennes finit par apercevoir des constructions. Un lotissement récent qui a émergé des sables du désert après que les images satellites aient été prises et qui ne figurait donc pas sur la carte. Pourtant, à Chichour, la rumeur a précédé l'arrivée de l'équipe. Les princes de la tribu Rachid s'intéressent beaucoup aux recherches de l'expédition. Mais pour eux, la piste du bar ne les mènera nulle part. Déception pour les explorateurs à qui il ne reste plus que les ruines de l'ancienne ville de Chichour pour satisfaire leur passion pour les pierres. Au pied des ruines, le détecteur signale la présence d'un puits qui devait être en service il y a 1 millier d'années. Il indique aussi des ruines enterrées, probablement par un séisme. Peut-être la preuve du cataclysme qui, selon le Coran, aurait détruit Hubbard, la cité construite par le peuple de Had, trop corrompu, et que Dieu a puni pour les péchés commis sur cette terre. Hubbard semble de plus en plus proche. Selon les Bédouins, ces vestiges sont les restes d'un fort bâti il y a environ 500 ans. Mais l'équipe aimerait en avoir le cœur net et tous scrutent le moindre mètre cube de terrain avec la plus redoutable méticulosité. Les archéologues mettent à jour quelques trésors, des éclats de poterie grecque et syrienne datant parfois de 28 siècles avant Jésus-Christ. Il apparaît très vite que Chichour était habité il y a beaucoup plus longtemps que ce que personne n'avait jamais imaginé. D'après les fouilles, le site a près de 5000 ans. Le fort était une vaste citadelle et si le peuple de Had importait de très loin une partie des marchandises dont il avait besoin, il savait aussi fabriquer ses propres objets de terre cuite. Il ne subsiste à présent plus de doute pour Nicolas Clapp et ses amis. Avant Chichour, Hubbard se dressait ici. Les enfants de Chichour vont pouvoir ajouter de nouvelles pages à leur livre d'histoire. Hubbard, ville prospère en son temps grâce au commerce de l'encens, vient de renaître et la légende est devenue réalité. Il y a des milliers d'années, à cet endroit, une caverne procurait le plus précieux des biens, une eau pure et abondante, probablement la seule source d'eau potable de la région. Autour de cette source, une forteresse, le sanctuaire ou la place forte du roi d'Hubbard. Au nord-est de la forteresse, on aperçoit encore les traces d'anciens campements, probablement installés autrefois au milieu d'une gigantesque oasis. Nicolas Clapp est en train de réaliser son rêve. Il a sous les yeux la cité conçue autrefois par le roi Shaddad, qui fit jaillir du sable Hubbard, une imitation du paradis. La société des Incas, une société pyramidale au sommet de laquelle régnait l'Inca, dont le pouvoir reposait sur sa soi-disant ascendance divine, les enfants de Manco Cápac, le fondateur de l'Empire Inca, né du fils du soleil Inti. Et au fond, les
des gorges très impressionnantes. En cas de panne moteur là, je peux vous dire qu'il y aura du souci à se faire. Ce sont des vols qui assèchent la gorge. Ça va, Georges? Ça va. Tu es en train de survoler sur la partie déterminée comme la partie des femmes, ça veut dire la partie lunaire. D'accord. Tu sais que c'est très impressionnant d'ici parce que c'est là qu'on se rend compte que le Machu Picchu a vraiment été construit sur une crête. Et de l'un côté ou de l'autre, c'est le précipice. Plusieurs centaines de mètres de précipice. Nicolas, si tu vois bien, tu te vas raconter que Machu Picchu a la disposition d'un oiseau. Ça veut dire l'architecture. Elle fait comme un oiseau dans toute la région. Oh là 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 là. C'est très impressionnant parce qu'en plus on s'est un peu turbulé. Le vrai honneur. Hop là. Ça, c'est pas l'atterrissage normal. Bon, parce que fallait le faire. c'est beau de là-haut. Bonne fin de soirée, merci. C'est comme ça que ça se termine. La semaine prochaine, la 299e d'Ushuaïa. Merci à Georges Escobar pour nous avoir fait visiter. On se pose pas tout le temps comme ça. Parlez généralement, hein. Il est quand même pointu le terrain. C'est très court le terrain, c'est très difficile l'atterrissage, parce que c'est un canon fermé. Hein. Tu fais un vol extraordinaire. Hein. L'essence qui coule. Content de te rencontrer. Moi aussi. François, rien samedi prochain. Merci à Didier Emma qui a contribué à faire les vols d'essai avant que j'arrive pour me familiariser avec l'aérologie. Bon, ben, 2 caméras de plus pour le musée Ushuaïa. On le fera visiter un de ces 4. C'est bon? Impeccable. Allez. Ronde Poulenc et Ushuaïa, la nature, le progrès, l'aventure humaine.